Si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle, se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache que l'Afrique ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps parce qu'ils ont rencontré des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue sur la 98.5. Vous suivez votre émission hebdomadaire Sud Savoir qui continue la réflexion entamée la semaine dernière autour d'une question essentielle. De quel savoir l'Afrique a-t-elle besoin pour le 21e siècle? Nous parlerons plus spécifiquement de la fameuse 4e révolution industrielle et des enjeux qu'elle pose en termes de production de savoir et de transformation multidimensionnelle. Nous aimerions aujourd'hui déplier avec nos invités cette notion et engager une conversation entre sciences mathématiques et informatiques et sciences humaines et sociales. Je suis Mme Pendaba, je suis enseignante-chercheur en sciences politiques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et j'ai le grand plaisir de co-animer cette émission avec mon ami et collègue Cher Cham, professeur de Black Studies à Amherst College aux États-Unis. Cher, bonsoir. Bonsoir Mme Penda. Avec nous sur le plateau, deux éminents chercheurs. Je commencerai par le professeur Ebrima Sall, qui est l'actuel directeur exécutif de Trust Africa. Ebrima Sall a été le secrétaire exécutif du CODESRIA de 2009 à 2017. Et le Dr Sall a également occupé les postes de chercheur principal au Nordic Africa Institute à Uppsala, en Suède, et il a aussi été le directeur du Centre pour la promotion des associations villageoises d'épargne et de crédit en Gambie. Ebrima Sall a aussi été mon collègue puisqu'il a enseigné pendant de nombreuses années, bien avant moi, à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, au Sénégal. Il est aussi titulaire d'un doctorat en sociologie à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Ebrima, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Aux côtés d'Ebrima, nous avons le professeur Momar Dieng, qui est actuellement le responsable de la stratégie et des partenariats du réseau mondial EMS. Momar est titulaire d'un doctorat en mathématiques de l'Université de Californie à Davis et il a étudié l'économie du développement et l'administration publique à la Kennedy School of Government de Harvard. Professeur Dieng réfléchit sur la réforme de l'éducation, sur les transformations numériques des gouvernements et sur l'assistance électorale. Il s'intéresse très particulièrement au développement d'approches multidisciplinaires pour identifier et relever les défis du développement en Afrique subsaharienne. Il s'intéresse par exemple aux manières par lesquelles les sciences des données et la technologie peuvent renforcer la gouvernance et améliorer les prestations des services publics. Momar, c'est un plaisir de t'accueillir ici. Le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. C'est pas toujours qu'on a un plateau comme celui-ci. On va commencer de façon très simple. Momar, Mme Penda vient de nous parler de 4e révolution. Parlez-nous-en. Qu'est-ce que c'est cette 4e révolution? Qu'est-ce qu'une révolution technologique? Merci beaucoup. Je pense qu'il serait peut-être difficile de parler de la 4e révolution industrielle sans parler des révolutions qui ont précédé. Donc, vous me permettrez peut-être juste de citer très brièvement les étapes qui ont précédé. Lorsqu'on parle de 4e révolution industrielle, il s'agit de l'ère dans laquelle nous vivons. Mais avant ça, à la fin du XVIIIe siècle, on a eu la première révolution industrielle qui a consisté en grande ligne à l'utilisation de l'énergie issue de la vapeur pour produire de nouvelles denrées, de nouveaux produits. Donc c'était en fait l'utilisation de la vapeur pour développer. La 2e révolution industrielle, c'est ce qui a succédé, c'était l'ère de l'électricité. Et donc, c'était l'utilisation de l'électricité, de l'ère industrielle qui a débuté en Grande-Bretagne et s'est étendu plus tard dans le reste de l'Europe. La 3e révolution industrielle, c'est celle que nous connaissons peut-être le plus parce que c'est celle qui s'est passée sous nos yeux pendant nos vies, c'est l'ère d'Internet. C'est donc tout ce qui est autour de la société de l'information, l'utilisation de l'information
pour améliorer nos vies, la création des ordinateurs et ainsi de suite, l'utilisation du transistor pour créer des ordinateurs. Nous vivons maintenant une dernière, pas une dernière, mais une révolution suivante qui est celle où maintenant l'homme et la machine, donc tout ce qui est biologie, tout ce qui est machine, la donnée, la data et les réseaux vont fusionner pour créer de nouveaux produits, de nouveaux services, des solutions en résumé. Et donc c'est une ère toute nouvelle qui est dans ses premiers balbutiements. Nous venons juste d'en voir les premiers développements il y a à peu près un mois. Je ne sais pas pour vous, mais ceux qui suivent tout ce qui est information technologique ont dû entendre parler d'un nouvel outil qui s'appelle ChatGPT, qui est un moteur en fait de discussion qui est, disons, alimenté par l'intelligence artificielle, qui permet d'avoir des conversations plus ou moins naturelles avec un ordinateur, avec une machine, à qui vous pouvez demander, par exemple, pourquoi le ciel est bleu, et qui vous donnerait une réponse plus ou moins exacte, scientifiquement précise, sans aucune intervention humaine. Donc, ça ouvre des perspectives, des possibilités extrêmement extraordinaires à l'imagination et ce que nos jeunes en feront. Je dis nos jeunes parce que je pense que nous ne vivrons pas l'éclosion, la pleine éclosion de cette révolution pendant nos vies, mais les générations suivantes qui vivront avec ces outils-là vont faire des choses extraordinaires. Wow. 4e révolution, donc, converser avec une machine, solution, possibilité extraordinaire à l'imagination. La beauté de Sud Savoir, c'est de mettre en relation des penseurs qui s'activent dans des champs complètement différents. Ibrahim Sall, vous êtes sociologue. Comment penser tout cela? Quelle utilité pour nos sociétés et pour l'Afrique en particulier? Merci encore une fois pour l'invitation et bonjour à tous les auditeurs de Sud Savoir et de Sud FM de manière générale et meilleurs vœux pour cette nouvelle année à laquelle nous entrons. Et que ce soit l'année où on réalisera des grands progrès qui nous rapprocheront de cette révolution dont on parle. Merci. Je pense qu'en Afrique, on a effectivement des grands défis. On a cette révolution dont le professeur Dieng nous a parlé, qui se déroule déjà sous nos yeux. Mais nous savons qu'il y a des choses qu'on ne peut pas ignorer. Il y a des étapes qu'on ne peut pas complètement sauter. La question de l'énergie, quel type d'énergie on va utiliser aujourd'hui reste posée. L'accès à l'Internet, on a fait d'énormes progrès, donc, ce qui a caractérisé la 3e révolution. Et ça, on a encore des défis à relever à ce niveau-là. Donc c'est comme si nous sommes condamnés de faire toutes les révolutions en même temps. Puisque la réalité que nous vivons est une réalité dans laquelle des questions existentielles basiques se posent encore à beaucoup de monde. Questions de souveraineté, de sécurité, de souveraineté alimentaire, questions d'habitation, de mobilité, de logement, d'éducation. Tout ce qui, en fait, devrait également changer pour que les grandes révolutions aient pleinement leur sens. Mais, en fait, on sait que dans l'histoire de l'humanité, c'est ces 4 grandes révolutions dont on parle, mais il y a eu quand même des grands, strictement parlant, des grands changements, des bouleversements technologiques qui ont eu lieu. L'utilisation de fer, à un moment donné, ça a été un moment important. Et on sait que ça a eu des conséquences chez nous. La première révolution, ce qu'elle a fait, entre autres, c'est que ça a permis la navigation de ces fers et ça a provoqué des conséquences énormes chez nous. Et quand le professeur Boubacar Bari dit qu'on a vécu la victoire de la caravelle sur la caravane. Et ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé chez nous avec justement cette révolution qui a eu lieu loin de chez nous. Et il y a eu un shift, un déplacement des centres de gravité, un déplacement des routes de commerce, un déplacement des centres d'intérêt. L'économie elle-même a changé avec ça. Et en fait, les sciences humaines, ce qu'elles posent par rapport à tout ça, c'est quels sont les facteurs qui sont à l'origine de ça. Et en même temps aussi, quelles sont les conséquences que ces changements et que ces grands bouleversements ont sur les relations sociales, sur les vies en société. Et les sciences humaines et sociales le disent de plusieurs manières. Un des exemples qui est bien connu du public sénégalais, c'est L'aventure ambiguë, le roman de chez American. Il dit que finalement,
nous devons envoyer nos enfants à l'école. Pour faire quoi? Pour savoir comment vaincre sans avoir raison. Comment est-ce que ça se fait que ces gens-là sont venus d'ailleurs et ils ont su nous vaincre? Et la technique a eu un rôle là-dedans. Deuxième chose, apprendre à lier le bois au bois. Pour faire des édifices de bois. Exactement. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu une révélation, en fait, d'un gap technologique qui était réel, quoi. Et qui a permis à ce que les rapports politiques soient transformés, soient différents. Et on a vécu ça comme une forme de domination. C'est ça la conséquence. Donc, je pense que les sciences humaines et sociales interrogent ces bouleversements-là. Et c'est les mêmes questions qui se posent aujourd'hui quand on parle de la 4e révolution. Premièrement, comment y arriver? Parce que de toute façon, on n'est pas obligé de suivre la séquence là, que l'Europe et les autres continents ont suivi. On est capable de faire des bons en avant, des grands bons en avant, avec une certaine maîtrise de la technologie, une maîtrise des savoirs qui sont chez nous et qui viennent d'ailleurs. Mais en même temps aussi, on est attentif à ce que ça provoque comme nouveaux types de rapports internationaux, des inégalités qui se creusent, de nouvelles inégalités qui se créent, des rapports d'asservissement, mais également un potentiel libératrice qui ça peut comporter également. On sait que ce qui a été appelé le printemps arabe ou d'autres mouvements sociaux ont été rendus possibles, entre autres par l'utilisation des réseaux sociaux, de ce que l'Internet permet de faire, et de nouvelles formes de lutte. Et le contraire aussi. On a l'impression qu'il y a aussi la fin des savoirs, où tout savoir devient possible. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec Donald Trump, ce qui se passe ici parfois. Absolument, absolument. Donc on doit en tout cas les sciences sociales humaines font attention à tout ça. Donc on n'est pas seulement enthousiasmé par les révolutions, on est interrogatif par rapport aux révolutions. Où est-ce que ça peut nous amener? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que justement ça soit plus bénéfique à nos sociétés et que ça contribue à nous rendre plus heureux, plus libres et à plus développer et aller plus loin dans la transformation de notre continent et de la vie en société à laquelle nous aspirons. Peut-être pour que nos auditeurs comprennent ce dont les enjeux que nous soulevons, il serait peut-être bon, professeur Dieng, que vous reveniez peut-être de manière un peu plus précise sur ce que signifie cette révolution. On entend tout le temps dire que tous les secteurs vont être impactés. L'économie va être radicalement transformée. Des millions d'emplois vont être perdus et de nouveaux emplois vont naître. On n'enseignera plus de la même façon. L'éducation va changer. La santé, le secteur de la santé, avec les nanotechnologies. On entend parler d'Internet des objets, de machine learning, de big data, d'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur toutes ces composantes différentes de cette 4e révolution industrielle? J'essaierai, en tout cas, c'est un vaste sujet, mais juste pour donner quelques points d'ancrage. Une étude récente du département, du ministère de l'Éducation, l'équivalence du ministère de l'Éducation américain, dit que 65% à peu près des emplois que les jeunes qui sont en ce moment dans le système éducatif, de par le monde, mais surtout aux États-Unis, auront à chercher, ou en tout cas les emplois pour lesquels ils tenteront d'être embauchés n'existent pas encore, 65%. Donc c'est une proportion énorme. C'est pour vous dire l'ampleur du bouleversement qui nous attend, et comme vous l'avez si bien dit, dans tous les secteurs d'activité, que ce soit dans les secteurs de pointe, de technologie bien sûr, mais même dans les secteurs beaucoup plus simples. Je donnais l'exemple tout à l'heure de ChatGPT que j'aime bien utiliser comme analogie parce que c'est quelque chose que les gens peuvent bien comprendre. On est dans un milieu de la presse ici, des journalistes. Les journalistes dans ce studio peut-être pourront comprendre avec moi que si vous avez la possibilité de poser des questions sur des faits à un ordinateur qui arrive à y répondre de manière très complète, ça pose la question de est-ce qu'on aura besoin de rédacteurs dans le futur? Est-ce qu'on aura besoin de greffiers au tribunal qui résument peut-être les actes de justice? Ils ne font pas que ça, bien sûr. Je ne résume pas le travail des greffiers à un travail de résumé. Mais vous comprenez l'idée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tâches qui sont à la limite, disons, des tâches automatiques, ou en tout cas qui peuvent être automatisées, qui vont complètement disparaître de notre vocabulaire et du monde du travail.
Et donc cela nous pousse à revoir le système éducatif, à revoir la manière dont nous allons éduquer les jeunes, les enfants, parce qu'ils ne seront plus dans un monde où le savoir est la donnée de base, ce qui était le cas peut-être jusqu'à présent, jusqu'à la troisième révolution industrielle, mais ce sera un monde où la compétence et le talent surtout, parce qu'il ne s'agit pas juste de compétences, le talent sera l'énergie. Donc quand je disais la première révolution industrielle, on a réussi à dompter l'énergie de l'eau, deuxième, on a réussi à dompter la puissance de l'énergie électrique, la troisième, en résumé, on peut dire qu'on a réussi un peu à mettre tout le savoir du monde dans l'ordinateur, comme Google se targue de l'avoir fait. La quatrième, ce sera maintenant comment développer les compétences pour allier tout ça et créer des choses qui n'existent pas encore. Donc, pour moi, c'est vraiment comment passer de l'ère de connaissances et de savoir et de recueil de connaissances à une ère de compétences. Et d'ailleurs, quand on parle des savoirs qui vont être nécessaires pour cette ère de quatrième révolution industrielle, d'habitude, du côté anglophone, en tout cas, ils le résument par les 4 ou les 5 C. Donc, c'est collaboration, créativité, c'est tout ce qui est esprit critique, c'est tout ce qui est capacité donc de faire preuve d'ingéniosité et de dompter son environnement, ce que les anglo-saxons appellent agency. Donc c'est tout ça. Et il y a cet aspect aussi de maîtrise de l'outil informatique qui est extrêmement important et qui, dans nos systèmes éducatifs, malheureusement, est encore très en deçà du niveau qui est nécessaire. Il y a des avancées. Donc je sais que nous avons des collègues, par exemple, comme le professeur Ndao à Hambourg, qui a créé des compétitions de robotique pour les élèves africains. Donc, il y a des choses positives qui se passent sur le continent. Daoust, voilà, avec Ndao. Sidi Ndao, voilà. Et donc, pour moi, ce sont des choses à émuler, à célébrer, à magnifier. Mais en dehors de ces quelques éclairs, disons, nous sommes en général très loin de ce qu'il faut pour doter les jeunes des types de compétences dont je parlais, des 4 C, et des types d'attitudes face au savoir qu'il va falloir pour avoir plus de succès, en tout cas, que nous l'avons eu lors des phases précédentes. Et quand je parle de nous, je parle du continent africain, bien sûr. Momar, vous êtes mathématicien. Quelle est la place de cette science, de la mathématique, dans cette révolution? Elle est fondamentale. Les mathématiciens aiment bien dire que tout se résume éventuellement aux mathématiques. Je suis sûr que devant des sociologues et autres, ce sera un sujet controversé. Mais quand on parle de quatrième révolution industrielle, effectivement, une des choses frappantes, c'est que tout a l'air d'être mathématique, modélisable, ou en tout cas quantifiable. Et ce n'est pas un hasard. Beaucoup de ces termes que vous avez évoqués, que ce soit l'apprentissage machine, que ce soit l'intelligence artificielle, effectivement reposent sur l'utilisation de manière peut-être innovante de théories ou de savoirs mathématiques qui existent depuis des générations, des décennies, des siècles. Il s'agit de la statistique, il s'agit de l'analyse mathématique, il s'agit de la modélisation appliquée à l'informatique. Et donc, ce sont ces choses-là qui sont maintenant devenues des savoirs de tous les jours que les jeunes et moins jeunes, que les curieux doivent s'approprier pour pouvoir comprendre le monde d'aujourd'hui. Je donne un exemple très simple. Nous utilisons tous des téléphones ici et nous avons pris l'habitude, certainement pour certains d'entre nous, de débloquer nos téléphones avec la reconnaissance faciale. Tout ce qui est derrière, ce sont les types de savoirs qui sont en train d'être développés et perfectionnés pour faire d'autres choses. On débloque son téléphone aujourd'hui avec la reconnaissance faciale. Demain, on pourra reconnaître des objets, et c'est déjà le cas pour les automobiles autonomes qui peuvent donc utiliser son conducteur. Ce sont les mêmes types de méthodologies de savoir qui sont appliquées à différents domaines et qui permettent de révolutionner la manière dont les économies fonctionnent, la manière dont nous fonctionnons.
Wow, c'est extrêmement intéressant. J'espère que les jeunes sont en train de nous écouter, surtout nous qui concevons les maths comme des choses théoriques essentiellement. Prof, à écouter notre collègue, on ne peut pas ne pas s'enthousiasmer devant cette véritable révolution. Vous, en tant que sociologue, comme vous venez de le dire, il convient de ne pas s'enthousiasmer. Devons-nous avoir peur? Non, on ne devrait pas avoir peur, mais on devrait être, bien, assis sur bien implantés, bien ancrés dans notre milieu, dans notre culture, dans notre histoire, pour pouvoir faire face à cette révolution. C'est la condition de nous en tirer avec le moindre dégâts possible et en tirant le maximum d'avantages possible. Enracinement avant ouverture. Il faut qu'on soit bien enraciné pour pouvoir bien s'ouvrir. Ouais. L'ouverture qui va nous profiter, c'est l'ouverture qui est basée sur un bon ancrage local. Pratiquement tous les savoirs d'ailleurs commencent quelque part au niveau local. Les savoirs dits universels sont le plus souvent ancrés d'abord à partir d'une expérience locale générée. Et les technologies, là, ceux qui ont inventé ça, ont essayé de répondre à des problèmes précis. Ils ont essayé de répondre à des problèmes précis. Ça renvoie à quoi? Il a fait allusion, souvent il a mentionné d'ailleurs souvent le professeur Dieng, la question de l'éducation, la préparation de ces jeunes-là. Je pense que c'est là où il y a vraiment l'effort à faire. L'énergie doit être dans l'éducation. Et l'éducation elle-même, vous savez, j'ai eu l'occasion, l'honneur de faire partie d'un groupe d'experts qui accompagnait la Commission internationale sur les futurs de l'éducation que l'UNESCO a mis en place en 2019. Et il a rendu son rapport intitulé Les futurs de l'éducation, un nouveau contrat social pour l'éducation. Et il est disponible sur l'Internet, on peut le trouver sur le site de l'UNESCO. Il y a toute une section, justement, le besoin de renouveler l'éducation. Essentiel. Parce que ce que ça demande là, en fait, c'est une capacité d'adaptation extrêmement grande. Une capacité d'évolution et une agilité à tous les niveaux. Et c'est pas ce qu'on voit sous nos tropiques. Voilà, mais il faut que l'éducation, d'abord, il faut renouveler l'éducation, les pédagogies, les curricula, l'enseignement lui-même, les écoles, tous les espaces d'apprentissage, l'école et en dehors de l'école, le contenu et tout ça là, doit être de telle sorte que les jeunes qui vont évoluer dans ce milieu-là et qui vont en sortir, et ceux qui interviennent dans ce milieu-là, devraient être capables de produire des apprenants et des gens qui seront en mesure justement de maîtriser ces technologies-là et de pouvoir les enrichir et de pouvoir justement le faire profiter à nos pays. C'est que, parce qu'en fait, à entendre parler de la révolution et de l'importance des mathématiques, et je suis absolument d'accord, il y en a qui disent que finalement, donc, ce qu'il faut, c'est de mettre l'accent sur les STEM, sciences, techniques, engineering and mathematics. Wow. On a juste hâte quelquefois pour faire beau, quoi. En fait, Steam, comme voilà. on dit. Oui, mais en fait, au fond, le truc, c'est comme en figurant là-dedans, quoi. Oui. L'accent est mis sur les sciences, les techniques et les mathématiques, etc. Or, les sciences, les techniques et les mathématiques, comme je dis, tentent de répondre à des problèmes que les humains se posent, en fait, au fond, et qui se posent à nous. Donc, au centre de tout ça, au départ et à l'arrivée, c'est l'être humain, quand même. Et ça, ce qui veut dire que finalement aussi, les sciences humaines et sociales gardent toute leur importance. Kizerbo, dont on célèbre maintenant le centenaire de la naissance, Joseph Kizerbo, le professeur de Burkina Faso, là, disait que le développement, c'est une histoire de clé en tête, c'est pas une histoire de clé en main. C'est pas quelque chose qu'on peut trouver déjà fait quelque part, qu'on peut acquérir sur le marché ou transférer tel quel, quoi. Il y a une adaptation et une évolution par laquelle il faut passer pour arriver à ça. Alors, juste pour dire que finalement, il faudrait arriver à ce que... Et les Sud-Africains ont fait l'expérience. Vous savez, après l'apartheid, l'Afrique du Sud a investi énormément dans les STEM, justement. Ils ont créé des chaires, des centres d'excellence, et ils ont toute une infrastructure d'appui à la recherche, le National Science Foundation et d'autres systèmes. Là. Ils ont investi énormément. Et au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'en fait, au fond, ils étaient un peu perdus. Parce que des décennies et des décennies d'apartheid
l'oppression et le traumatisme que ça crée, ce n'est pas le système qu'il faut régler ça. Science sans conscience des ruines de l'âme. Absolument. Et c'est quelqu'un qui est bien, c'est un être humain équilibré, qui comprend et qui sait où il veut aller, qui peut justement trouver les moyens techniques et technologiques qui lui permettront de répondre aux questions auxquelles il se pose. Donc je pense qu'il faut savoir, comme les Chinois disent, savoir marcher sur les deux jambes, quoi. Oui. Notre problème maintenant, c'est qu'il y a un certain déséquilibre. On est un peu trop peut-être même sur les sciences humaines et sociales que sur les technologies là. Il faudrait équilibrer, mais il ne faudrait pas passer à un abandon. Et juste pour rebondir sur ce que le professeur Sall a dit, c'est extrêmement important d'associer les sciences sociales à toute cette évolution. Je donne deux exemples. J'invite nos téléspectateurs et les jeunes surtout à faire des recherches sur Internet sur une étude qui a été commanditée à l'époque par le professeur Amadou Mahtar Mbow, quand il était directeur général de l'UNESCO, qui avait déjà fait un peu le tour d'horizon de ce qui pourrait se passer si l'ère d'Internet était, disons, si les technologies qui surgissaient à l'époque, c'était dans les années 70, étaient mal utilisées et les travers, les défis que nous aurions auxquels nous ferions face. Et donc, c'est une étude qui présageait déjà de ce que vous avez mentionné avec l'ère Trump, avec les travers sur les réseaux sociaux, etc. Tout ça avait été plus ou moins prédit par l'étude du professeur Amadou Mahtar Mbow dans le cadre de l'UNESCO à l'époque. Et donc, c'est extrêmement important pour nous de nous entourer de sages comme le professeur Sall pour nous dire où est-ce qu'on va, comment y aller et comment y aller de manière sûre surtout. Et l'autre exemple que je vais donner très rapidement, c'est dans le même ordre d'idée. Nous voyons beaucoup de violences verbales et psychologiques sur Internet. Surtout. Oui. Et donc tout ça, ce sont des aspects que la technologie a facilité, a peut-être engendré, diront certains, mais dont les remèdes viennent des sciences sociales, ou en tout cas de la réflexion autour des sciences sociales sur les phénomènes de groupe, etc. Ce ne sont pas des choses que les mathématiciens nécessairement, sur lesquelles ils réfléchissent, ils planchent. Ce sont des choses qui sont des problèmes qui ont plutôt été étudiés du côté des sciences sociales, mais qui sont extrêmement importants dans le cadre de l'utilisation éthique et sage de ces nouveaux outils. Vous êtes sur la 98.5 et vous écoutez votre émission Sud Savoir qui reçoit aujourd'hui professeur Momar Dieng, mathématicien, et professeur Ibrahima Sall, sociologue, pour échanger avec nous autour de la question de la 4e révolution industrielle. J'enchaîne avec vous, professeur Dieng, sur cette fois-ci la place de l'Afrique dans la production mondiale de connaissances mathématiques ou SHS d'ailleurs. De ce point de vue, quelle est la part de l'Afrique, quelle est la contribution de l'Afrique dans cette révolution, qui est aussi une révolution des connaissances? Je pense que au pays de Cheikh Anta Diop, déjà, on ne pourrait pas commencer à répondre à cette question sans rappeler à tout le monde que l'Afrique était au premier plan en termes de création des mathématiques en tant que science. Nous avons un programme à Ames qui s'appelle le programme Ishango. Pourquoi on l'a appelé Ishango? Parce que l'os d'Ishango, c'est un os qu'on a trouvé, donc après des recherches archéologiques en Afrique de l'Est, qui a montré que les premières activités de dénombrement, c'est-à-dire compter 1, 2, 3, 4, ont été faites en Afrique, et les preuves de cela sont sur cet os où les hommes préhistoriques, ou les hommes au sens humanité bien sûr, hommes et femmes préhistoriques, ont laissé des traces de ce qui serait l'équivalent, par exemple, des outils que les Chinois utilisent, des bouliers chinois. Donc l'os d'Ishango était un boulier avant le boulier. Donc juste pour dire, et on peut bien sûr aller à l'Égypte ancienne et tout ça, juste pour dire qu'on n'a pas de complexe à se faire à ce niveau-là. Donc moi je ne poserai pas le problème sous cet angle-là. C'est vrai que si on prend peut-être les critères scientifiques modernes, occidentaux, de production de savoir, comment on appelle ça, quand vous faites une création
c'est vrai que le patent, le brevet, merci beaucoup, le brevet, de nombre de brevets, comme vous dites, qui sortent de l'Afrique, on est très en retard, ou en tout cas en deçà de ce que l'Europe a produit. Mais je pense que c'est là où justement cette 4e révolution industrielle nous donne l'opportunité d'inverser la tendance et peut-être de changer la donne. C'est que c'est un nouveau début. Et donc le type de savoir et de connaissances qui seront nécessaires pour anticiper les changements à venir sont des savoirs dans des domaines sur lesquels le jeune Sénégalais, le jeune Africain n'a aucun retard, en tout cas pour l'instant, appréciable sur les jeunes. Nous apprenons sur les autres jeunes, nous apprenons tous au même moment. C'est une transition dans laquelle l'humanité, dans sa globalité, entre au même moment. Et je pense que c'est le moment pour nous, justement, de faire les changements nécessaires, d'opérer les changements nécessaires en termes éducatifs, déjà, pour pouvoir revenir un peu sur les besoins qui sont les nôtres et rétablir un peu l'orthodoxie en termes de système éducatif, mais également insuffler cette créativité et cette nouvelle manière de penser. Je pense qu'on a les moyens de le faire si on veut. Oh. Je suis enthousiasmé par tout ça. Et prof, nous sommes donc les premiers à avoir compté. Pourquoi? Quelle est l'utilité de ces savoirs-là aujourd'hui? Alors que, comme vous le savez, vous étiez pendant longtemps le secrétaire exécutif du CODESRIA. Il y a eu toute une tradition de représentation de l'Afrique comme fondamentalement irrationnelle en face d'un Occident rationnel. Pourquoi ces savoirs-là, dont parle notre collègue, sont-ils importants aujourd'hui? Mais pour plusieurs raisons. D'abord, ce que vous dites, c'est vrai, il y a tout un narratif, tout un récit par rapport à l'Afrique qui ne rend pas justice à la contribution de l'Afrique, qui est en fait pour une part biaisée, et qui participe justement de cette domination du système monde par l'Occident. En fait, c'est que les mécanismes de domination sont accompagnés d'un mécanisme de production de récits, de narratifs, qui confortent justement la domination et qui participent à la reproduction de cette domination-là. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, une des choses que les penseurs africains ont fait, les Cheikh Anta Diop, comme plus récemment d'autres ont fait, les Moudimbe qui critiquent ce qu'ils ont appelé la bibliothèque coloniale, d'autres qui ont essayé au niveau du CODESRIA interroger les paradigmes, interroger les concepts, les théories avec lesquelles on essaie de penser et d'interpréter. Ça fait partie du travail, justement. Ça fait partie de l'exercice, de l'effort d'auto-libération qu'on devait entrer. Aujourd'hui, de décolonialité. Absolument. Absolument. Alors, donc, maintenant, par rapport à ce qu'il dit, c'est extrêmement vrai. Abdoulaye Limane Kane a fait un livre sur comment on compte, on fait le dénombrement, c'est fait, oui, dans les langues locales, en Wolof et en Pulaar et autres. Et donc, je pense que c'est important de reconnaître que ces savoirs-là continuent à exister encore. Et l'un des drames que nous vivons, c'est justement la fracture qui existe entre les différents mondes de production de savoir et les différents types d'intellectuels et les différents savoirs qui existent. Et il y a beaucoup à gagner en essayant de remembrer justement la communauté intellectuelle dans toutes ses composantes, qu'on sache dialoguer entre nous, qu'on sache échanger, qu'on sache respecter aussi les différents types de savoirs qui existent, pas pour minimiser ce qui s'est fait dans les meilleures universités. Notre ambition devrait être d'avoir les meilleures universités, non seulement en dehors du continent, et aux États-Unis et ailleurs, mais qu'on ait beaucoup d'institutions de premier ordre, quelle que soit la classification qui est utilisée, qui sont situées dans le continent africain. Ça devrait rester une ambition que nous avons. Et on devrait marquer ces institutions-là, avec notre culture également, et qu'on en soit les dirigeants, y compris sur le plan du contenu, pour qu'on sache les orienter, pour qu'elles nous aident justement à cheminer sur la voie que nous aurons tracée pour nous-mêmes. Donc centrer l'Afrique, ce n'est pas s'opposer au monde. Ce n'est pas s'opposer au monde, c'est mieux se positionner par rapport au monde. Il faut renégocier les relations que nous avons avec le reste du monde. On ne peut pas tourner le dos au monde. Ça, ce n'est pas possible. Même Samir Amin, quand il parlait de delinking, il n'a jamais entendu par delinking des connexions par une séparation ou un réfèrement sur soi-même. Non. Qu'est-ce que c'est donc delinking?
c'est avoir une meilleure maîtrise en fait de son développement comme fond. Et développement, il entendait ça comme ce qu'il a appelé la production d'une nouvelle civilisation. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on tienne compte de tout ce qui a été reproché au modèle de développement existant, toutes les critiques d'ordre écologiste, critiques d'ordre féministe, critiques d'ordre liées anti-impérialiste, et tous les travers que le développement tel que nous avons vécu actuellement, surtout avec le néolibéralisme, eh bien, il faut retourner tout ça pour imaginer d'autres formes de changement plus libérateurs. Hein, voilà. Et donc on a le savoir, il faudrait savoir s'appuyer sur ces savoirs-là et justement savoir de quelle manière ces savoirs-là pourraient enrichir ce qu'on va apprendre dans les institutions dites modernes. Et même ces institutions dites modernes, ce n'est pas seulement au niveau des mathématiques, mais les plus vieilles universités sont nées en Afrique. Karawin au Maroc, créée par une femme. Et ensuite, l'Azhar en Égypte, bien plus vieille que les Oxford et les Harvard et l'Université de Bologne, et qui continue encore à délivrer des diplômes. Évidemment, ce n'était pas le même type d'institution, mais on a une histoire du savoir et de la production du savoir au niveau du continent. Il fut un temps où ça s'est documenté abondamment par les travaux de Sekanta, Ousmane Khan et plein de nos amis intellectuels. Professeur Sall, j'ai l'impression aussi qu'on se console beaucoup en rappelant Shango, en rappelant qu'on a eu un passé glorieux. Mais c'est très bien et c'est très bon de le rappeler. Il y a aussi le fait que la situation actuelle du continent n'est pas reluisante. Professeur Dieng vient de dire que nous sommes dans une étape relativement cruciale parce que nous avons presque une nouvelle chance de démarrer au même rythme que tout le monde, puisque c'est une révolution qui vient de s'enclencher. Quelles sont les conditions très concrètes? Quelles sont les décisions? Quel est le mindset que nous devons avoir pour construire un écosystème qui nous permette de participer vraiment, de contribuer et de donner surtout précisément cet ancrage africain, et vous nous direz, un vrai contenu, on parle de contenu local, un contenu africain à cette 4e révolution industrielle, sinon elle sera pensée ailleurs, les innovations viendront d'ailleurs et nous les consommerons comme cela a été le cas pour les précédentes. Donc comment vraiment arriver à cette courbure africaine de la révolution actuelle? Well, grande question. Ça, c'est la question à 100 millions de dollars, je dirais. Mais en fait, il ne s'agit pas de se contenter d'un passé glorieux. Ce n'est pas la question. Mais quand il y a eu des efforts délibérés, conscients, soutenus pour faire en sorte que ce passé-là soit gommé, que les langues qui vont avec ce passé-là, que les histoires qui vont avec ce passé, que les religions associées à ça, les cultures associées soient liquidées. Je ne parle même pas de marginalisées. L'entreprise coloniale, c'était une entreprise de liquidation de tout ce que nous avions de plus précieux. Et de nous faire, justement, mettre en position d'être en admiration par rapport à tout ce qui vient d'ailleurs, comme si on n'est pas capable, on n'a pas rien. Donc, ce n'est pas la question. La question est de savoir comment, justement, se réapproprier de ça pour pouvoir, justement, mieux se saisir des opportunités qui se présentent actuellement. L'Afrique est extrêmement a une vitalité qui est extraordinaire. Dans le domaine du mobile banking, l'Afrique a fait des choses qu'aucun autre continent n'a fait. Allez voir au Kenya comment ils utilisent le M-Pesa pour tout régler, on ne se balade même plus pratiquement avec de l'argent cash. Oui. Il faut régler tout avec les mobile phones. Donc on a fait une utilisation de tous les moyens de communication. La radio est dans le système de mariage aujourd'hui. Ça, moi j'ai grandi en voyant que quand on vient chercher une femme dans le village, là, une des choses que les gens demandent, c'est que je veux avoir une radio. Parce que la radio te connecte au monde et dans ta propre langue. Il parle Wolof, il parle Pulaar, il parle le Manding, il parle le Serer, et le Diola et tout ça. Donc les gens savent s'approprier de la technologie et en font une utilisation qui leur convienne. La grande question, c'est celle que vous avez posée là. Comment faire en sorte qu'il y ait un état d'esprit, une disposition d'esprit et qui nous permette justement de bondir sur les opportunités qui existent actuellement. Mais ça, ça doit être accompagné par des politiques publiques. Ce n'est pas une affaire individuelle. Les individus doivent évidemment être dans cette posture-là. Mais il faut que nos États comprennent d'abord qu'il faut qu'ils investissent massivement dans justement la restructuration de nos systèmes éducatifs et dans la création d'opportunités justement d'acquisition de savoirs et de techniques
Hein. Et il faut qu'ils aussi se mettent ensemble en sachant que certaines de ces choses-là, ce n'est pas au niveau individuel que les réformes vont se trouver. Au niveau national, c'est ce que je voulais dire. Quoi. Politique publique. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est une question d'institution. Pour moi, mais le mot institution est un mot un peu galvaudé en ce moment. On en parle beaucoup dans tous les sens. Mais pour moi, en tout cas, et surtout venant du domaine de l'éducation, je pense qu'on devrait avoir une vision, une définition beaucoup plus large de ce qu'on veut dire par institution. Et j'entends par là en particulier les institutions éducatives, dans le système éducatif, les grandes universités, les grands systèmes de formation en masse. Nous en avons eu traditionnellement. Au Sénégal, on vous dira qu'on peut citer beaucoup d'écoles, surtout tout ce qui est dans le domaine des daara. On a le daara de Koki et ainsi de suite. Donc on a cette culture de créer des institutions éducatives. On a besoin de pouvoir renouveler cette culture-là dans le contexte de nos institutions, je dirais, modernes, entre guillemets. Quoique même là, il y a tout un débat à avoir entre ce qui est moderne, ce qui est ancien. Mais bref, pour moi, c'est comment est-ce qu'on crée cette culture de savoir, de renouvellement de savoir, qui est partie intégrante de notre société. S'il y a une chose que j'envie, moi, il n'y a pas beaucoup de choses que j'envie à la civilisation occidentale, mais s'il y a une seule chose que je lui envie, c'est d'avoir systématisé ce qu'on appelle la méthode scientifique. Cette méthodologie-là, de tester, de formuler d'abord des hypothèses, savoir formuler des hypothèses, ensuite de créer tout un système d'expérimentation pour tester ces hypothèses, arriver à des synthèses plus ou moins minimalistes ou scientifiques des vérités, entre guillemets, que la nature renferme. Toute cette méthodologie-là qui est née du siècle des Lumières un peu, ou juste un peu avant, et qui s'est développée, qui a fleuri pour nous donner toute la diversité scientifique que nous avons maintenant. C'est ça que nous devons un peu cultiver et émuler peut-être des civilisations occidentales. Par contre, le corpus lui-même, nous l'avons déjà, comme le professeur l'a dit. Si je sors du domaine de l'éducation et que je prends le domaine de la santé, en termes de pharmacopée, il y a très peu de choses que les Européens ou les Américains peuvent nous apprendre ou ajouter à ce que nos ancêtres avaient déjà développé comme connaissance des plantes, de leur utilisation pour guérir différentes conditions, pour améliorer la performance, etc. Ce sont des choses que nous savons et c'est pour justement ça qu'il est important de ne pas avoir cette cassure. Parce que si nous avons la cassure, justement, il est impossible d'interroger ces savoirs endogènes-là et de les transformer en industrie pharmaceutique. Parce que c'est ce qui aurait dû se passer si on n'avait pas eu toute cette cassure au niveau de la colonisation, etc. Peut-être que les Pfizer de ce monde, les GlaxoSmith de ce monde seraient ici, au Nigeria, au Bénin, au Kenya, parce que nous aurions eu tout ce qu'il faut pour développer ces savoirs endogènes-là en industrie pharmaceutique. C'est ce qu'il nous faut faire maintenant et je pense que nous avons tout ce qu'il faut pour le faire. Moi, je suis un éternel optimiste. Et moi aussi. Maman, quels sont les types de savoirs qu'il nous faudra mettre en place dans nos écoles primaires, dans nos classes des tout-petits, dans nos universités et hors de l'université, puisque ce n'est pas le seul lieu de production et de discussion des savoirs, pour régler les problèmes que tu viens de soulever, la question de la santé. Tu parles de savoir médical très avancé sur le continent, mais c'est le continent où tu as le plus de mortalité maternelle et infantile. C'est là où tu as encore des taux extraordinairement élevés pour le VIH, pour le paludisme, et j'en cite, et vous le savez mieux que moi, mais en termes de sécurité alimentaire. Vous avez ici les 60% des surfaces arables au monde. Vous avez des fleuves immenses qui peuvent électrifier tout le continent. Et cela ne se fait pas. Comment, concrètement, maintenant, quel type de savoir est-ce que nous devons produire, transmettre dans nos institutions d'études et de recherche, et leverage et mettre à l'échelle pour que ces transformations attendues et espérées de la 4e révolution aient concrètement lieu? Moi, je dirais plutôt que c'est une attitude, pas un type de savoir. J'ai mentionné certaines compétences qu'il fallait, la collaboration, la communication,
la créativité, l'esprit critique. Ce sont des choses, encore une fois, dont on parle beaucoup, mais qu'on ne développe pas véritablement, en tout cas au niveau qu'il faut chez les jeunes qui sont justement à cette période très importante. Parce qu'il y a aussi une période, il faut le dire. Il y a une période importante dans le développement d'un être humain où il ou elle développe ses attitudes, ses compétences, cette soif de savoir-là. Et une fois qu'on dépasse cette période-là, ça devient de plus en plus difficile. Pour moi, cette période, elle commence dès le bas âge, dès la maternelle. Nous avons encore, et c'est là peut-être où la jonction se fait avec ce que le professeur Sall disait, nous avons encore beaucoup de mal à mettre en place les politiques publiques qui nous permettent de développer un système éducatif au niveau de l'éducation de base, donc avant 15 ans, 16 ans, parce que c'est là où tout se joue, à mon avis. Une fois qu'on est à l'université, je ne dirais pas que c'est trop tard, mais les bases sont déjà jetées, les réflexes sont déjà là, les automatismes sont déjà là. Donc c'est au niveau de l'éducation de base, en commençant par la maternelle, que ces types de compétences et d'attitudes doivent être développés. Et ça, c'est l'histoire. C'est une histoire de communauté, parce que l'éducation se fait d'abord dans la communauté. C'est une histoire de politique publique et d'institutions qui, malheureusement, sur le continent, nous ont fait défaut ou ont failli pour des raisons diverses que les sociologues peut-être sont mieux à même que moi de définir, ou en tout cas d'énumérer. Mais c'est ça qu'il nous faut. Et je pense que une fois qu'on a cette... je pense que l'éducateur Dewey américain disait que la chose la plus importante qu'il faut impartir à des jeunes quand ils quittent l'école, donc après 18 ans, ce n'est pas des connaissances particulières, mais c'est cette soif du savoir et de savoir comment savoir. Donc c'est ça qui nous manque. C'est quelque chose qui, une fois qu'on l'a, vous le gardez tout le long de votre vie, mais quand on ne l'a pas, et quand on ne le développe pas à un certain âge, c'est après très difficile de l'avoir. Je ne dirais pas que c'est impossible, mais en tout cas, ça devient très difficile. Et ça devient de plus en plus important dans cette ère de la 4e révolution industrielle où nous sommes bombardés, justement, de connaissances. Et il faut savoir faire la part entre et savoir donner la priorité aux choses importantes à garder dans le volume limité qu'on a dans nos crânes, dans nos cerveaux, et ce qui est plus quelque chose qu'on va laisser, ou en tout cas dont on saura les grandes lignes, on connaîtra les grandes lignes, et on sait où aller le chercher, et on sait comment le trouver. Donc il y a beaucoup de jeunes, quand je commence mes cours souvent à l'université, la première chose que j'enseigne, c'est comment chercher les informations, comment aller les chercher, comment les synthétiser. Même en mathématiques, c'est nécessaire, à plus forte raison dans d'autres domaines. Soif de savoir, utilité du savoir, mais penser, vous l'avez dit, professeur Sall, c'est toujours penser à partir d'un certain espace. Tout savoir est savoir local, au moins commence par le local. Quel savoir pour l'Afrique aujourd'hui? D'abord, penser, c'est penser à partir de l'Afrique, à partir de là où nous sommes, et à partir de ce que nous vivons, et regarder le monde à partir de là où nous sommes. Comme le disait Cabral aussi, il faut savoir regarder, penser par nos propres têtes à partir de nos réalités. Je pense qu'il faut tous les savoirs. Il nous faut tous les savoirs. On n'a pas le luxe de dire qu'on n'a pas besoin de tel type de savoir. On a besoin de tous les savoirs. Ce qui est très africain. Les sciences, savoirs scientifiques, modernes, dites modernes, savoirs endogènes, les sciences humaines et sociales comme les STEM, il nous faut tous les savoirs. Voilà. Donc il faut tous ces savoirs-là. Mais comme je disais tout à l'heure, il faut aussi que les savoirs existent déjà. Là. Il faut qu'on sache les valoriser, hein, et les apprécier à leur juste valeur, quoi. Et il y a cette fracture qui existe entre nous autres, tous qui ont fréquenté les universités occidentales, et ceux qui ont fréquenté d'autres types d'universités. Il y a un complexe de supériorité. Oui. On ne les prend pas au sérieux. Le débat n'existe vraiment pas entre les deux milieux. Souvent, on parle entre nous, eux, ils parlent entre eux. Et quand il y a entre les deux, souvent, c'est polémique. Et on ne profite pas du tout de ça. Il faut transcender cette différence-là. Il faut savoir créer de véritables communautés intellectuelles
à mon sens, savoir se renforcer mutuellement. Oui. Mais surtout également, je pense qu'il faut investir beaucoup dans la traduction, il faut pas, et ça c'est en islam on dit qu'il y a des hadiths du prophète qui disent qu'il faut aller jusqu'en Chine s'il le faut pour obtenir le savoir, dans la quête du savoir là. Donc on ne devrait pas avoir des frontières, des inhibitions par rapport à quel type de savoir il faut aller chercher. Si aujourd'hui les savoirs qui permettent d'être bien accrochés, d'être bien dans la 4e révolution industrielle et d'avoir une place de choix, il faut aller loin pour les trouver. Envoyer nos enfants loin pour les chercher et revenir. Mais surtout aussi créer les conditions pour que ce savoir-là puisse être disponible sur le continent. Et ça, c'est possible maintenant avec la diaspora que nous avons. Les gens, et avec la technologie permet aussi de le faire. Et leur participation est plus facile. On ne manque pas de compétences dans la diaspora et si on les conjugue avec les compétences qui existent sur place pour pouvoir développer des programmes, les programmes qu'il faut pour ça. Il faut également des collaborations sud-sud, des collaborations nord-sud. Et parlant de la place de l'Afrique dans le domaine du savoir, c'est quelle notre part de la production, au cours d'Estria, on s'était rendu compte que finalement, il y avait, même si on tenait compte de tout ce qui est produit là, on disait qu'on était entre 2 et 3% de la production mondiale. Mais on sait qu'il y a aussi beaucoup qui ne rentrent pas en ligne de compte dans ça. Parce que les systèmes d'indexation, les bibliométries qui sont faites, étaient problématiques. Absolument. Ils ne tiennent pas compte de ce qui est produit suffisamment. Donc on est entré en collaboration avec le Indian Science Council pour développer un indexation, un système d'index, un African Citation Index, pour nous permettre de bien savoir ce qui est produit, et cumuler ce qui est produit à l'intérieur et permettre le référencing plus facilement. Donc il y a des choses à mettre en place de ce point de vue-là également, et investir énormément dans la recherche et dans l'adaptation de ce qui soit de la recherche justement à des besoins d'enseignement pour pouvoir enrichir les outils pédagogiques qui sont utilisés dans les autres niveaux du système d'éducation. Vous parlez d'investissement dans la recherche, ce qui fait rentrer encore le décideur dans ce dialogue, qui est quand même un acteur extrêmement central, puisque vous avez parlé de politique publique, voire de décisions qui relèvent d'un niveau communautaire, Union africaine ou les communautés économiques régionales. Comment est-ce que ce pont que, lorsque vous étiez au Codestria, vous avez aussi contribué à créer, comment est-ce qu'on peut rapprocher le monde de l'éducation, le monde de la recherche et le monde de la décision politique? Est-ce que nos hommes politiques sont conscients de ces défis? Est-ce qu'ils sont conscients de ce moment charnière pour prendre des décisions et faire littéralement aussi des révolutions dans tous les secteurs pour que nous puissions être capables de répondre à cette révolution industrielle qui est là? Nos hommes politiques, comment leur parler, comment créer cette conversation avec eux? Je pense que nous avons, en tout cas dans le cadre justement de l'initiative AIMS auquel j'ai la chance de participer, nous avons essayé de faire exactement cela. Donc c'est pourquoi nous avons lancé ce qu'on appelle le Next Einstein Forum, qui a été organisé à Dakar d'ailleurs dans sa première édition, si je me souviens bien, en 2018, et ensuite à Kigali. Je pense que Dakar, c'était plus tôt d'ailleurs, c'était en 2016, si je me souviens bien. Et ensuite, à Kigali est venu après. Donc la première édition a été présidée par le président Macky Sall, la deuxième édition par le président Kagame. Nous avons tenté d'organiser une troisième édition au Kenya. Malheureusement, c'était juste au début de la pandémie Covid, donc nous avons dû la faire en ligne. Mais le Next Einstein Forum, c'est exactement ça. C'est une plateforme multidisciplinaire qui regroupe enseignants, chercheurs, innovateurs au sens vraiment large du terme, la société civile, les décideurs publics, les gouvernants, pour d'abord s'entendre, s'écouter, parce que chaque groupe a des choses à dire et à apprendre à l'autre, et aussi arriver à des décisions, des consensus sur la direction à prendre et sur le type de politique publique à mettre en œuvre. Et donc, pour nous, au niveau de AIMS, l'Institut panafricain de mathématiques, une des manières justement de résoudre ce problème, c'est de créer ces opportunités pour que les différents groupes
puissent s'entendre et échanger. L'autre, bien sûr, c'est tout ce qui est formation. Nous le faisons à différents niveaux. Le réseau AIMS, donc, qui, bien sûr, son métier, disons, primordial, ou son activité primordiale est de former des jeunes scientifiques au niveau master et doctorat en sciences mathématiques. Donc, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour des mathématiques au sens le plus large du terme, modélisation, etc. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous comprenons qu'il ne s'agit pas juste de créer des universitaires pour pouvoir changer la donne. Nous agissons également sur le système éducatif en formant des enseignants de mathématiques et de sciences. Donc, nous collaborons beaucoup avec les gouvernements, justement pour moderniser les curricula, pour améliorer la formation des enseignants de sciences et de mathématiques au niveau secondaire et lycée. Pour l'instant, nous espérons pouvoir descendre jusqu'au niveau de l'école primaire. Et la troisième partie de notre champ d'action, c'est tout ce qui est éducation publique à la science en général. Parce qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels il est impossible d'avoir les politiques publiques qu'il faut si le public lui-même n'est pas au fait des questions. Je prends un exemple très simple. Tout ce qui tourne autour de la confidentialité et de l'éthique pour l'utilisation de tout ce qui est données biométriques, etc. Ce sont des sujets très pointus sur lesquels il faut des décisions politiques, mais ces décisions politiques arriveront difficilement ou n'arriveront pas si le public n'est pas en mesure de poser les bonnes questions et de mettre les garde-fous adéquats aux politiques qui pourraient, par exemple, vouloir utiliser ces technologies-là pour la surveillance, pour des raisons plus ou des motivations plus autoritaires, etc. Donc, il y a beaucoup de domaines. On peut prendre tout ce qui est bioéthique maintenant avec les nouvelles capacités de modification de l'ADN, etc. Il y a beaucoup de sujets comme ça qui sont des sujets d'un côté très pointus, à la limite de ce qui est connu scientifiquement, mais des sujets d'actualité en termes de politique publique sur lesquels il est extrêmement important de sensibiliser le grand public pour qu'il puisse jouer son rôle de garde-fou et de modérateur. Wow, quatrième révolution politique des savoirs, mais aussi utilité des savoirs. Le mot de la fin, professeur Ibrahima Sall en tant que sociologue et Momar Dieng, spécialiste des mathématiques. On commencera avec vous. Je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce que le professeur Dieng disait à l'instant. Moi, je pense qu'il faut agir à plusieurs niveaux. D'accord. Au niveau public, il faudrait effectivement un mouvement. Il faut un mouvement en faveur de l'éducation, la recherche et la science. Sensibiliser énormément. Et que ça ne soit pas quelque chose de mystérieux ou quelque chose qui apparaît comme étant tellement compliqué, tellement difficile que c'est inaccessible. Et ça, il y a eu des choses qui ont été tentées. En Afrique et même ailleurs, hein, en Inde, il y avait tout le People Science Movement. Des gens qui se sont dit que il fallait démythifier la science, là, simplifier ce qui est possible de simplifier pour le rendre accessible. Parce que ça sert de plusieurs manières. Améliorer l'hygiène, améliorer les conditions de vie, l'alimentation, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et ça se fait déjà d'ailleurs. Hein. Vous écoutez, il y a certaines émissions de radio sur la santé où les gens interviennent, ils expliquent, il ne faut pas manger ça, il faut faire ci, il faut cela. Ça fait partie de ce qui rendra la science moins mystérieuse et plus utile et avec effet presque immédiat sur la vie des gens. Il faut un mouvement d'accompagnement et d'appui et de soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche. Ça, je pense qu'on ne le dira pas assez. Le sommet qui a été organisé ici en 2015 à Dakar, ouvert par le président Macky Sall, qui avait produit une déclaration qui a été déposée ensuite par le président Sall à l'Union africaine, et ça a été tenu en considération quand l'Union africaine développait sa stratégie pour l'éducation 2016-2025. Et en fait, à l'origine, le but était celui-là, créer un mouvement d'appui en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour que ça soit vu moins comme un privilège, comme ça a été dit à un moment donné par certaines institutions, dire qu'on n'en a pas vraiment besoin, et pour ce dont on a besoin de l'enseignement supérieur pour aller chercher ça ailleurs, c'est plus cost-effectif, moins cher. Non, on a besoin d'universités, y compris des universités de recherche bien outillées. Il faut motiver les enseignants, il faut motiver les étudiants, il faut les équiper.
Je pense qu'il faut que ça soit vu comme pas être une dépense inutile, mais un investissement dans notre avenir. Et la troisième chose, je pense c'est aussi une question citoyenne, en fait, au fond. Parce que pour dire que les technologies, effectivement, on peut les utiliser de plusieurs manières. Les autorités peuvent les utiliser pour pouvoir améliorer la surveillance. Il y a besoin de surveiller, il y a des raisons de surveiller. Le terrorisme, les trucs, plein de choses. Mais c'est très facile d'abuser de ces risques-là pour en faire un mécanisme de contrôle et en fait, au fond, de restriction des libertés. On voit ce qui se passe en Chine. Voilà. Et même en Afrique, il y a même pas mal de besoin d'aller si loin, quoi. Il y a beaucoup de pays qui ont adopté des lois qui permettaient de fermer l'Internet quand il faut. Et quand il y a des manifestations, on ferme l'Internet là où de manière sélective pour justement empêcher les gens ou alors à des moments des élections, on fait en sorte que l'accès à l'Internet soit sélectif. Donc ça, c'est des pratiques qui sont abusives et qu'on retrouve dans beaucoup de pays. Oui. Et qui nous font du tort, quoi, en fait, au fond. Donc je pense que cette question aussi d'un certain nombre de libertés et de protection des données et de citoyenneté sont très, très valables. Mais fondamentalement, je pense qu'il faudrait que l'Afrique aussi se mette ensemble sur ces questions-là. La révolution, la 4e révolution, on la gagnera si on collectivise nos moyens et si on se met ensemble. Et si on se met ensemble comme par sous-région et comme continent, si on se met ensemble pour les ressources dont on dispose là, on les investit de manière stratégique et dans les questions qui vont faire une différence à terme. Ça, je pense que c'est extrêmement, extrêmement important. Et évidemment, il faut que la communauté intellectuelle, je dirais communauté intellectuelle, avec tous les membres de cette communauté intellectuelle également, sache se parler, sache collaborer et sache nouer des collaborations utiles avec ceux qui sont dans d'autres pays, qui sont nos amis également. Peut-être je vais terminer avec deux de mes citations préférées qui, je pense, résument mon état d'esprit par rapport à tout ça. La première, c'est Albert Einstein qui disait que on ne peut pas résoudre les problèmes de demain avec les mêmes manières de faire et les mêmes outils qui les ont créés. Donc, il faut innover, il faut changer, il faut pouvoir sortir de la boîte, comme disent les anglo-saxons, pour pouvoir imaginer des solutions innovantes aux problèmes de société qui nous attendent, comme le changement climatique, etc. Et c'est exactement ce que nous essayons d'inculquer à Ames, c'est cette capacité-là d'innover et d'utiliser les talents que nous avons sur le continent. Nous sélectionnons les meilleurs étudiants et au passage, j'encourage nos téléspectateurs, les parents ou les plus jeunes à aller sur le site de Ames, nexteinstein.org. Donc c'est Next Einstein comme le physicien.org pour regarder ce que nous faisons et éventuellement déposer votre candidature. Nous avons un processus très, très démocratique, très open, qui permet à tout un chacun qui en a les capacités d'intégrer nos programmes. Donc, allez sur nexteinstein.org et voyez de quoi il s'agit. Mais donc, pour en revenir à Einstein, il faut sortir de nos sentiers battus pour pouvoir innover, pour pouvoir créer. Et la deuxième, c'est Georges Bernard Shaw qui disait que on ne vieillit pas parce qu'on arrête de jouer, ou plutôt, on n'arrête pas de jouer parce qu'on vieillit, on vieillit parce qu'on arrête de jouer. Et dans toute entreprise, pour moi, éducative, il faut garder cet aspect de découverte, cet aspect ludique, cet aspect d'émerveillement. Et c'est ce qu'on tue d'habitude chez les enfants au plus jeune âge. Et c'est pourquoi, dans une certaine mesure, nos systèmes éducatifs aussi, peut-être, n'arrivent pas à faire jaillir cette créativité dont je suis sûr nous ne manquons pas. C'est parce que nous avons peut-être des méthodologies, des approches pédagogiques qui sont un peu trop, disons, fermées et qui ne permettent pas l'éclosion de la créativité. Et donc, il faut permettre aux jeunes de comprendre que savoir, découvrir de nouvelles choses, c'est quelque chose de fun, c'est quelque chose qui est intéressant et c'est comme ça qu'on devient Einstein éventuellement. Et nous aurons le prochain Einstein sur le continent africain, ça j'en suis sûr. Merci infiniment. C'est
C'est une promesse que nous allons tenir, j'espère, tous ensemble, avec les moyens nécessaires. Merci infiniment, chers invités. Nous étions sur la 98.5 Sud FM pour échanger avec professeur Ebri Massal et professeur Momardien, mathématiciens et sociologues, autour de la 4e révolution industrielle. Avec moi, sur le plateau, professeur Cherkiam de MS College. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle, se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache que l'Afrique ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps parce qu'ils ont rencontré des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête sur le plan de la